Bonjour, bonsoir même à tous. Merci d'être là pour suivre donc cette dernière conférence, ce grand format de la journée. On est tous très heureux de vous accueillir dans cette salle ici à Chambéry. Comme vous êtes un peu clairsemés, n'hésitez pas à tout moment d'ailleurs à lever la main pour intervenir, pour poser des questions à nos invités, qu'on soit dans une logique d'interactivité au mieux. C'est justement ce que permet ce genre de rencontres, pouvoir dialoguer les uns avec les autres et puis tenter sans doute de mieux comprendre une situation, une thématique, un contexte souvent complexe qui est celui justement de la désinformation, de la guerre informationnelle, du brouillard même dans lequel parfois on se situe pour essayer de comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est de l'ordre de la manipulation, par qui, quels en sont les acteurs, pourquoi cherche-t-il à déstabiliser un système comme le nôtre. Ces acteurs, on en connaît quelques-uns. On a eu des affaires assez médiatiques qui ont pu les révéler. On va pouvoir en parler avec nos 4 invités. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à faire un point sur l'état de la menace, sur ce qu'on appelle donc la guerre informationnelle. Comment tenter d'y répondre, au-delà du simple bouclier, de savoir identifier ces opérations. Et puis, éventuellement, comment on arrive à éduquer le regard des citoyens, des utilisateurs, des consommateurs, que nous sommes et qui naviguons comme ça régulièrement sur les réseaux sociaux dans une sorte de Far West où nous pouvons être chacun et chacune victimes de ces différentes opérations de déstabilisation. Mais tout cela, mes invités en parleront bien mieux que moi. Donc je vous présente tout de suite Hervé Le Toqueux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des opérations chez Viginum. Donc vous allez nous expliquer. Vous connaissez un petit peu Viginum dans la salle ? Merci à ceux qui connaissent. C'est toujours un plaisir. C'est toute la famille d'Hervé qui est là ce soir à Chambéry, ça fait plaisir. Donc il y en a certains qui ne connaissent pas, donc ce sera l'occasion effectivement de mieux comprendre Viginum. Nous serons avec Christine Dugouin-Clément. Bonsoir Christine. Bonsoir. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste des enjeux cyber et des micros insonorisés, et vous allez bientôt pouvoir y remédier. Et vous êtes également chercheuse associée à la chaire Risque à la Sorbonne. Jean Catan, vous êtes secrétaire général du CNUM et très actif depuis le début de cette journée, Jean, puisqu'on a pu vous voir participer à de nombreux ateliers. Et enfin, pour compléter ce quatuor, Sylvain Hagery. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Avec un micro qui fonctionne, vous êtes cofondateur de la communauté OSINT FR et également entrepreneur. Donc OSINT, ça parle à tout le monde ? Voilà, un peu de non, un peu de oui. J'ai entendu des oui très fiers, oui, évidemment. Donc, on pourra définir avec Sylvain ce que c'est que l'OSINT et puis comment l'OSINT peut être employé pour évidemment essayer d'arriver à repérer des opérations, voire même, pourquoi pas, être acteur de terrain et que l'OSINT peut être déployé aussi pour faire un peu d'intrusion physique. Je crois que c'est aussi une de vos spécialités, Sylvain. Alors, on va commencer justement avec déjà Viginum, puisque c'est intéressant de poser un peu le cadre. J'ai entendu dans la salle, Hervé, des gens qui connaissaient Viginum et d'autres non. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quand est-ce que Viginum a été créé et surtout quelles sont les missions de Viginum ? Oui, alors Viginum, c'est un service qui est très récent puisqu'on a 3 ans d'existence. On vient de fêter nos 3 ans dans la sobriété et la simplicité. C'est un service qui dépend du SGDSN, c'est le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et on a fait simple au niveau de l'acronyme. Il y a défense dedans et ça tombe bien parce qu'on est un service de défense et on s'occupe vraiment de la lutte contre les manipulations de l'information sur les réseaux sociaux. Notre champ de compétences, c'est exclusivement ce qui se passe sur Internet. Et ça tombe bien, on est aujourd'hui sur une espèce de manifestation, un festival qui tourne autour du numérique et c'est vraiment la spécialité du service. Quand on définit Viginum, j'ai toujours comme idée de démarrer par ce qu'on n'est pas. On n'est pas un service de renseignement. On n'utilise pas du tout d'informations secrètes, etc. Ça, c'est pas du tout notre champ. On n'est pas non plus un service de police judiciaire. On n'est pas un service de fact-checking. L'idée à la création, ou en tout cas les peurs à la création du service, c'était de faire de Viginum du service un petit peu le ministère de la vérité. C'est absolument pas le cas. On travaille sur un matériau que connaît très bien Sylvain, puisque c'est la source ouverte. C'est vraiment l'information à laquelle vous avez vous-même accès. J'ai coutume de dire à laquelle ma mère a accès. Donc ça illustre assez bien le propos. Et l'idée, c'est de matérialiser
les manipulations de l'information dans un champ très spécifique. On utilise 4 critères pour déterminer ce qu'est une ingérence numérique étrangère, une INE. Le premier, c'est que le message doit être manifestement faux, inexact, trompeur. C'est le premier critère que je cite toujours, et c'est pas forcément le plus intéressant pour nous. C'est ce que vulgairement on appelle les narratifs dans le jargon. C'est pas forcément le plus intéressant parce que les narratifs sont toujours un peu identiques, et c'est pas ce qui nous aide beaucoup à caractériser les choses. Et surtout, utiliser ce critère principal, ça nous ramènerait à cette histoire de ministère de la vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Le deuxième critère qu'on utilise, c'est plutôt le critère de la propagation artificielle, donc de l'amplification artificielle. Pour faire simple, c'est ce qu'on a fait appel à un réseau de bots, à un réseau de trolls pour diffuser ces messages. Le troisième critère, c'est que le message doit toucher les intérêts fondamentaux de la nation. On a une acceptation assez large de ce qu'est un intérêt fondamental de la nation, même si on est parti de la définition originale du code pénal. Et puis le dernier point qui est le plus important... Petite parenthèse, excusez-moi, justement les intérêts fondamentaux. Alors on y reviendra peut-être en détail, mais à un moment donné, on a lu que l'histoire des punaises de lit avait été amplifiée. Est-ce qu'on peut considérer les punaises de lit comme un intérêt fondamental de la nation? Alors, pas en soi. D'abord, on a écrit beaucoup de choses sur les punaises de lit que Viginum n'a pas détectées. En tout cas, on ne s'est pas forcément intéressé au sujet tel que ça a été décrit dans la presse. Ça, c'est le premier aspect. Et au-delà des punaises de lit, c'est plutôt, et je peux en parler un petit peu après si vous voulez, sur un petit retour d'expérience sur les Jeux Olympiques. On a publié un rapport public sur notre site internet autour des Jeux Olympiques. Et à travers les punaises de lit, c'est plutôt la réputation de la France qui était visée, et sa capacité en fait à organiser un événement. C'est plutôt ça qu'on entend. C'est pas la punaise en elle-même qui est l'intérêt fondamental de la nation derrière. Alors je vous ai arrêté à 3 pour faire un petit suspense pour attendre le quatrième. On s'est arrêté et on va au quatrième. Et le quatrième, en fait, c'est on cherche la présence d'un acteur étranger au sens large du terme. Alors on n'a pas besoin de démontrer que l'acteur étranger a un rôle, que c'est le donneur d'ordre ou le prescripteur. On a simplement besoin de montrer que dans la campagne qu'on a détectée, il y a la présence d'un acteur étranger. Donc ça, c'est les 4 critères qu'on utilise aujourd'hui pour caractériser une ingérence numérique étrangère. Parfait, c'est très clair. Justement, je vais rebondir tout de suite sur l'acteur étranger en donnant la parole à Christine Dugouin-Clément, puisque vous avez une approche géopolitique des enjeux cyber. Ces acteurs étrangers, qui sont-ils majoritairement? Qui sont ces acteurs qui tentent d'influer et de créer de la déstabilisation dans notre société française aujourd'hui? Et quels sont finalement leurs objectifs, leur but? Pourquoi font-ils ça chez nous maintenant? Alors, quand on va parler d'opérations informationnelles ou d'influence, on a un petit peu les usual suspects, donc c'est-à-dire sauf à ce que vous tous qui êtes là ayez hiberné les 2 dernières années, vous avez forcément entendu parler de la Russie comme étant un des acteurs ou des acteurs russophones, avec toute la prudence qui est liée aux enjeux d'attribution. Vous avez très certainement entendu parler d'acteurs sinophones pendant le Covid. On pourrait renvoyer notamment à différents travaux qui ont été faits, un rapport de l'IRSEM sur ce propos-là. Alors, on a parlé de l'Azerbaïdjan aussi, en rebondissant sur les punaises de lit, mais pas que, sur les JOP, mais vous en parlerez mieux que moi. Maintenant, on a d'autres acteurs qui jouent, mais qui vont pas forcément cibler directement la France, ou tout du moins dont vous entendrez un petit peu moins parler, sauf si vous avez des passe-temps aussi détestables que les miens. Et là, vous allez avoir différents acteurs qui vont jouer. On vous parlera de persophones, on vous parlera de turcophones. Il se passe beaucoup de choses aussi en Asie du Sud-Est ou sur le sous-continent indien, pour ne citer que. Mais voilà, on a peut-être un tropisme qui nous amène moins à regarder ces zones du monde-là, parce qu'on a différentes priorités. À l'heure actuelle, il est vrai qu'on a beaucoup vu. Alors, j'ai un prisme aussi, je viens de la géopolitique avec une spécialité sur la zone Ukraine et Russie. Donc forcément, je vais les suivre avec plus d'attention et de plus longue haleine aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on va vouloir rentrer dans ces campagnes-là? Vous allez avoir différentes possibilités, différents objectifs possibles. Le premier, alors c'est un petit peu comme dans le film Inception, je ne sais pas s'il y a des fans dans la salle. Voilà, merci. Une petite toupie dans la poche aussi, tout ça? Toujours. Ah, j'espère. Donc, on pourrait essayer de dire que l'objectif va être que quelqu'un, à un moment précis, décline une action précise. Bon.
Ça peut être faisable, mais c'est quand même relativement compliqué. Ça va vous demander un engagement un petit peu plus fort. Cluedo, c'est cool. Le docteur Moutard dans la bibliothèque avec le chandelier à 17h32. Bon, mais on peut y arriver. Vous allez pouvoir essayer de créer des principes de division, c'est-à-dire aller secouer et aller finalement tout simplement faire que votre corps social, vos groupes sociaux, se scindent. On va arriver à une féodalisation de la société, voire à une atomisation de la société. On a un groupe, on va essayer de le diviser en plus petites entités qui se parlent plus ou moins, voire qui échangent de manière un peu vivace, pour dire ça pudiquement. Pourquoi vous allez faire ça ? Parce que quand vous allez être un État étranger et que vous allez vouloir atteindre la réputation d'un État, par exemple, ce que l'on peut voir, la capacité de prise de décision d'un État. Pourquoi ? Parce que parfois, vous êtes concurrent, si ce n'est adversaire, et que les décisions de votre adversaire pourraient tout simplement venir contrecarrer votre propre objectif. Dans ce cadre-là, plus vous allez créer du trouble au sein de sa propre population, plus vous allez rendre délicate la prise de décision. Pourquoi ? C'est très simple. Il y a des parents de familles nombreuses, là, à partir de 3. Voilà. Alors c'est à peu près simple. Quand vous avez un enfant qui a un problème, ça peut être compliqué, mais voilà. Si vous avez le deuxième qui s'y met en même temps, là, ça commence à être vraiment délicat. Et quand le troisième s'y met en même temps, sauf si vous êtes madame, c'est-à-dire un héros du quotidien, ça commence à être extrêmement compliqué. Ça va être à peu près la même chose pour un État. Plus vous allez démultiplier les crises, plus ça sera compliqué d'arriver à gérer l'ensemble, à savoir ce que vous allez prioriser, à prendre une décision qui arrive à atteindre une masse critique au niveau de votre société, pour que votre société dise « d'accord, on accepte, on joue le jeu, et on accepte aussi les conséquences de cette prise de décision-là ». Une autre image, on est dans l'image aujourd'hui quand même, pas mal, on va faire battle d'images. Imaginez que vous mettez sur la ligne de départ Usain Bolt et moi, un physique avantageux de sportif de haut niveau, comme chacun sait. J'ai deux options. Soit j'arrête définitivement le Nutella et je me mets sérieusement à courir et je serai un tout petit peu moins ridicule à côté d'Usain Bolt, soit je décide de lui casser les genoux. Il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils vont faire. Ils cassent les genoux. Donc ils vont aller fragiliser la société, fragilité des représentants de l'État, fragiliser la réputation de l'État et ses alliances, tout simplement pour figer la prise de décision. Donc soit obtenir une action, soit briser la capacité de poser une action. Et c'est là où on voit que c'est intéressant le terrain dans lequel justement on évolue tous, qui est le cyberespace, parce que pour multiplier les incidences, pour multiplier les crises, on se rend compte qu'on peut le faire assez facilement, finalement, puisque ce sont les mêmes outils qui vont être déployés dans différents contextes, en utilisant le même terrain des réseaux sociaux. On en parlera avec Jean Catan dans un instant, mais pour déjà bien faire le tour sur la mécanique, lorsqu'on a un acteur étranger qui va tenter de perturber une société, encore faut-il arriver à l'identifier, encore faut-il arriver à répondre à cette fameuse attribution qui est complexe aussi dans le cas des cyberattaques. On se dit, voilà, il y a une attaque, mais elle vient d'où ? Et c'est pas toujours évident de savoir d'où elle vient, parce que les acteurs n'ont pas toujours intérêt à le revendiquer. Donc c'est là où l'OSINT, j'imagine, peut être pertinent pour arriver à trouver le premier diffuseur d'une information à partir du moment où on aura détecté qu'elle était fausse, puisqu'on a bien compris que c'était le premier critère du côté de chez Viginum. Sylvain. Alors, complètement. L'OSINT, déjà, une petite définition pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence. En français, ROSO, R-O-S-O, pour renseignement d'origine source ouverte. Comme l'a bien expliqué Hervé également, et Hervé ne le dit pas, mais il est l'un des fondateurs d'une grosse association française qui était assez précurseur, qui s'appelle Open Facto, sur cette thématique, que je vous recommande beaucoup. L'OSINT, ça va être la collecte et l'analyse d'informations à partir de sources publiques. C'est de l'information librement accessible. Alors, librement accessible, encore Hervé qui est un grand Manitou de la pratique en France. Pour le coup, ça va être sans ruse. C'est une information que vous allez collecter sans ruse et sans stratagème, mais également sans contrainte. Et donc, cette information peut être également commerciale. Vous pouvez récupérer une chute de presse. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, voir un compte Twitter, un compte X, un compte Facebook. Vous pouvez écouter la radio. Ça va être tout ce genre de choses. Mais maintenant aussi, on peut faire de l'imagerie satellite. Vous utilisez tous Google Earth, par exemple. Eh bien, vous faites de l'OSINT. Quand vous faites une recherche avec un opérateur booléen ou juste une recherche de base sur Google, vous faites de l'OSINT.
Et en fait, on n'a rien inventé, hein, c'est un acronyme qui est pas mal à la mode ces 2-3 dernières années, qui a été encore plus accentué avec le conflit en Ukraine, où beaucoup de personnes se sont improvisées aux Inter, alors des bons et des moins bons. Mais c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'on voit des gamins de 20 ans en slip dans leur chambre, qui s'amusent à fact-checker et qui souvent sont très pertinents. Alors après, on pourra en parler des risques, bien évidemment, de ce genre de choses. Mais voilà sur la partie définition de l'osine. Donc, collecte et analyse d'informations à partir de sources publiques. Et donc, cette pratique, en fait, elle n'est pas neuve. Par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, on faisait déjà de l'OSINT, sauf qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. Un exemple, les Alliés vont faire un bombardement d'un pont ferroviaire en France. Ils ont besoin de savoir si c'est efficace ou pas. Comment ils font ? Avant le bombardement, ils vont récupérer le prix des oranges à Paris. Et après le bombardement, ils vont récupérer le même prix des oranges à Paris. S'il y a une inflation, ça veut dire que le bombardement a été efficace et donc a permis de ralentir la logistique de l'Allemagne. En 1918, un document français, la gendarmerie aux armées, parlait déjà d'OSINT, où il récupérait des chutes de presse, où il récupérait dans des périodiques le nombre d'abonnés dans une région bien spécifique. Et en fait, ce que j'aime bien dans l'OSINT, c'est la mentalité hacker. C'est prendre un service ou un produit, le détourner de sa fonction première vers une seconde utilité. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va utiliser tous ces genres de petites techniques, toutes ces informations que tout le monde peut accéder, pour pouvoir creuser et pour pouvoir potentiellement faire une attribution ou pour pouvoir avancer dans une enquête. Mais concrètement, dans un cas justement suspecté d'ingérence, comment l'OSINT peut être employé ? Alors, on a différentes choses. Bien évidemment, il y a des opérations, j'ai envie de dire, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a les bonnes opérations et les moins bonnes opérations. Il y a des personnes qui font des opérations où c'est très facile de remonter à eux, mais il y en a d'autres qui essayent de cacher un peu plus les choses. Je vous recommande sur Twitter une personne qui s'appelle Flevgraph, par exemple. Lui, ce qu'il aime bien, c'est un logiciel qui s'appelle Gephi, G-E-P-H-I, où ça va faire de la carto, ça va faire de la data visualisation. Eh bien, juste en prenant par exemple un hashtag sur Twitter, enfin je dis Twitter, mais on peut réfléchir à plein d'autres domaines, à Twitch aussi, à plein de choses, eh bien on va pouvoir voir les différentes communautés qui partagent ces hashtags. Et donc là, j'en reviens à ce que disait tout à l'heure Hervé, faut qu'il y ait de la propagation artificielle. Et en fait, avec de l'OSINT, avec la collecte d'informations publiques par exemple, on va pouvoir déceler qu'il y a une propagation artificielle à des moments. Mais on va pouvoir aller creuser plus loin. Voir que l'ensemble des bots, l'ensemble des comptes sur Twitter, on ne sait pas si c'est des bots ou pas, vous avez une photo de profil, vous faites des recherches inversées sur les photos de profil, vous voyez que c'est des personnes qui sont des mannequins qui apparaissent sur des sites russes, ça vous donne aussi une indication potentiellement que, ok, c'est vraiment bizarre que 90% des personnes qui partagent ce contenu, ce soit des photos de profil qui soient tirées de sites web russophones, etc. Voilà, ça c'est un exemple concret. Rapidement. Je voudrais juste dire que la mission de Viginum en tant que service défensif, c'est absolument pas de faire de l'attribution. Nous, on fait de la détection et de la caractérisation, c'est-à-dire qu'on décrit la campagne et puis on cherche à démontrer qu'il y a la présence de cet acteur étranger derrière. Le niveau supérieur, ça serait de l'imputation, techniquement, donc ça c'est plutôt à l'interministériel avec l'ensemble des services qui traitent de ces branches. Et puis derrière, l'attribution, c'est un geste éminemment politique. À ma connaissance, même en matière cyber, il n'y a jamais eu d'attribution côté français. Les Américains sont très coutumiers du fait. Il y en a encore eu une récemment par le DOJ, Department of Justice. Mais ça reste un acte politique extrêmement fort et qui ne ressort pas de Viginum. Donc nous, on ne fait que la détection et la caractérisation. Je précise bien ça, c'est vraiment très important. Alors peut-être qu'on peut, effectivement, le mot attribution, il est fort parce qu'il est connoté, mais il y a peut-être quand même des premiers niveaux d'attribution, c'est-à-dire que vous êtes quand même là pour peut-être dire, tiens, cette opération, elle peut être rattachée à un acteur qui s'appelle RNN au hasard, sans forcément arriver à prouver que RNN, enfin c'est pas votre rôle de prouver que RNN a des liens avec le Kremlin. Absolument, c'est exactement ça. Mais vous pouvez quand même arriver à l'attribution de RNN. On arrive à imputer à caractériser la présence d'un acteur étranger dans cette campagne. C'est exactement ce qu'on fait. Charge après au reste de l'interministériel et puis à l'État, s'il le souhaite, de faire une attribution.
Bon, RNN, on en a beaucoup parlé. Vous vous rappelez sans doute lors de l'affaire Doppelganger, où il y avait justement des sites sosie. Doppelganger, je crois, veut dire sosie de journaux que l'on connaît bien, Le Monde, Le Guardian, de la presse de référence. Et on voyait donc ces journaux qui étaient copiés intégralement et qui divulguaient des fausses informations et qui ont été diffusées en masse. Et donc c'est bien cette agence, on peut l'appeler comme ça, agence de presse de désinformation, donc RNN, qui est un agent russe. Maintenant, on a compris que c'est pas Viginum qui fera le travail de savoir si cette agence est en étroite collaboration avec Vladimir Poutine, mais c'est peut-être Christine qui va nous le dire. Christine ne prendrait pas cette responsabilité, hein, comme ça vient d'être dit. C'est un enjeu politique. Et pourquoi ? C'est ce qu'on va retrouver dans les cyberattaques. C'est-à-dire que même si vous avez des éléments qui sont relativement signants, la présence d'un acteur, d'une nationalité, un système de codage dans une langue, bon, bah voilà, je peux coder dans une langue qui n'est pas la mienne aussi. Donc en fait, vous avez des éléments qui vont vous permettre de dire que vous avez tel ou tel point, mais vous allez toujours avoir un pourcentage de doute qui permet de pouvoir dire à 100%, je peux affirmer que. Et c'est pour ça que c'est du domaine de la décision politique, parce que c'est le politique qui va prendre quelque part la décision, voire le risque, de dire j'assume qu'il y a 4 ou 5% de doute. Et que pour autant, je vais pointer du doigt. Donc encore une fois, les Américains le font de manière assez régulière. Et c'est d'ailleurs un des gros intérêts que l'on va avoir à utiliser ce moyen numérique. Parce que vous allez beaucoup plus facilement pouvoir vous cacher derrière différents rideaux de fumée, quitte à utiliser du déni plausible quand le pourcentage de doute est assez faible. Et arriver à avoir, alors Clausewitz parlait du brouillard de la guerre, là vous êtes à un brouillard de la guerre 2.0 qui vous permet d'avoir un déni plausible beaucoup plus simple. Et puis vous allez avoir un deuxième enjeu sur de l'informationnel, c'est d'arriver à rattacher une action que vous allez définir à l'État et à un commanditaire étatique. Et ça, même si vous avez un faisceau d'éléments, bah, ça reste en règle générale assez compliqué, et c'est aussi ce qui fait un des gros avantages d'utiliser ce genre de méthode, plus la rapidité de production, la rapidité de propagation quand on maîtrise à peu près les outils, et finalement un coût d'entrée qui est relativement faible si on le rapproche ou si on le rapporte à du matériel militaire, un avion de chasse de 5e génération, ce genre de choses par exemple. Effectivement, parce que le coût d'entrée est plus faible puisque le terrain n'est pas le même. Quand tu es un espace physique, il fallait un avion de chasse, il fallait des tanks. Lorsqu'on est sur le cyberespace, on peut arriver avec des outils qui sont meilleur marché, bon marché, tout simplement parce que le terrain est celui des réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, Jean Catan, au sein du CNIM, vous les analysez, vous tentez de dévoiler certaines de leurs mécaniques aussi, notamment sur la captation de l'attention. Et puis vous cherchez aussi des pistes pour tenter de les repenser, puisqu'il n'y aurait pas a priori de guerre informationnelle ou de tentative d'ingérence sans les réseaux sociaux, qui sont quand même enfin, il pourrait y en avoir, mais qui sont quand même des bras armés assez forts, du moins qui permettent d'amplifier les opérations de désinformation. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être un élément de la discussion à ajouter, c'est-à-dire que la notion de guerre nous ramène tout de suite dans cette relation à l'autre, à l'assaillant, à l'ennemi, et c'est une dimension évidemment qu'on ne peut pas occulter, mais qui ne doit pas occulter non plus cette relation à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a ce retour sur nous-mêmes que cette lutte informationnelle exige. Et je pense que là, en effet, on a des moyens d'agir aussi sur nous-mêmes. Et plus on sera en fait dans une société qui amène à la fracture, et je vais revenir, qu'est-ce qu'on peut mettre justement derrière ces termes, etc., et plus on sera vulnérable aussi. Donc il y a cette interrogation sur nous-mêmes. S'interroger sur nous-mêmes, c'est s'interroger sur les outils en réalité, d'abord, de communication qu'on a déployés, et donc sur, par exemple, ces fameux algorithmes de recommandation. Et c'est vrai que de se dire que chaque réseau social a le monopole sur son algorithme de recommandation, ça nous paraît complètement évident, mais ça n'a rien d'une évidence. Et de se dire que c'est précisément cet algorithme de recommandation en particulier qui permet justement de surfer, de faire propager certaines informations, devrait nous interroger sur finalement notre préconception du réseau social. Est-ce qu'il est bien raisonnable de laisser la main sur un algorithme de recommandation à une firme, 2, 3, 4 ? Il n'y a aucune raison pour que ce soit ainsi. Certes, ça ne marche pas forcément pour tout le monde, pour toute la population, et tout le monde n'adopte pas cet usage, mais on voit bien techniquement au moins, grâce à l'exemple de Blue Sky, grâce à Mastodon, grâce à tout ce que vous voulez, et je sais très bien que ça reste marginal aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça nous montre par la preuve technique qu'il est possible qu'il en soit autrement. Donc ça, c'est un premier levier. C'est un premier levier technique de retour sur nous-mêmes et des technologies finalement qu'on accepte, qu'on développe, et sur celles que l'on pourrait développer demain pour être plus résilient aussi en interne d'un point de vue technologique et informationnel.
Ensuite, il y a deuxième chose, et j'en aurai que 3. Deuxième chose, c'est les moments comme ceux qu'on a vécu au temps précédent, c'est-à-dire ces moments où on se retrouve et où on s'écoute aussi les uns les autres. Et parce qu'on a cette conception forte des choses au Conseil national du numérique, où partout où il y a du lien numérique, il nous faut redoubler de lien social. Et donc, à partir du moment où nos interconnexions sont avant tout numériques, parce que ça favorise aussi la perpétuation du lien faible, etc., qui s'ajoute au lien fort entre les individus, eh bien, nous devons faire cet effort aussi de nous retrouver encore plus souvent. Et que ce soit pour faire la fête, pour s'engueuler, pour avoir des débats, je pense qu'il est particulièrement important de penser ces moments de retrouvailles entre nous. Et que ce soit, encore une fois, pour planter des tomates, je pense que c'est particulièrement important pour se faire confiance entre nous et finalement aborder le phénomène extérieur d'une manière qui nous permette de regarder dans la même direction. Je veux pas faire du Jeux Olympiques, etc., mais enfin quand même. Et peut-être qu'en creux, mais je parle sous le contrôle d'Hervé, peut-être qu'en creux aussi ce rapport donc sur les JO montre ça. En creux, c'est peut-être que quand on regarde dans une même direction, quand on se sent bien ensemble, bah on est plus résistant. Et je pense que ça nous amène aussi à ça. Et juste, troisième chose, si je peux me permettre, bien sûr, c'est pour parler de toi. Si je peux. Ouais, bah oui, parce que quand même, tu as fait l'objet d'un article. C'est l'objet d'un article de presse. Donc, c'est objectivé par quelqu'un d'autre, par un tiers. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Quand il y a eu les étoiles de David, il y a eu un temps de latence particulièrement important dans le traitement médiatique correct de cette information. Et un traitement médiatique asymétrique, hein, avec beaucoup moins d'informations dans un sens que dans l'autre. Quand sont apparues les mains rouges, je me permets, tu as fait une chronique sur France Culture mettant quelques éléments à plat. Et Daniel Schneiderman, donc c'est ça que je voudrais rapporter avant tout, a donc sorti une page entière sur François Saltiel, sur un ton un peu ironique, sardonique, disons, « Ah, un journaliste, dis donc, qui a décroché son téléphone, il a appelé Viginum. » Est-ce que je connais bien Hervé aussi? Voilà, c'est ça. Non mais c'est intéressant parce que ça interroge et ça nous ramène finalement à la production de notre information, aussi à notre comportement en tant que société, les relations autorité publique, État, citoyen, et finalement comment est-ce qu'on arrive à créer cette toile. Et c'est intéressant que tu dises bah oui, mais c'est parce que voilà. Il y a une interrogation systémique à porter. La semaine dernière, les États généraux de l'information remettaient un rapport sur beaucoup d'aspects, et là-dedans, il y a une recommandation qui est d'instaurer une obligation de responsabilité démocratique. Je trouve ça intéressant quand même, de se dire, peut-être demain, le média, quand il traite une information dans un certain sens, sans avoir fait un travail finalement très approfondi, il va symétriser son traitement de l'information. Je trouve ça particulièrement important qu'on puisse penser cette relation aux médias et cette relation finalement entre nous tous, encore une fois, journalistes, autorités publiques, citoyens, afin de consolider ces liens. Et juste dernier élément bonus, parce que on a un stand partenaire. Donc il y a quelques années, et Joséphine que je vois ici donc dans la salle, y a très largement contribué. On a produit donc un ouvrage qui s'appelle Itinéraire des fausses informations et justement qui appelle à cette approche holistique de la question. Et je pense que c'est absolument fondamental. Et cet ouvrage est encore peut-être disponible gratuitement. Non, il n'y en a plus. Ok, d'accord, désolé. Bon, en ligne. Voilà. Et en ligne. donc voilà. Merci. Si je peux réagir juste 2 mots sur. Tu cites 2 choses. Les JO. On l'a écrit dans le rapport. C'est vrai qu'on a détecté une quarantaine de manœuvres informationnelles. On a caractérisé une ingérence numérique étrangère dans la préparation des JO, plus exactement. On avait un peu communiqué sur le sujet à l'époque avec l'acteur azerbaïdjanais. Mais grosso modo, le niveau de menace sur les JO était assez conséquent et pourtant, ces manœuvres ont eu un impact très faible, voire quasi nul. Et en fait, ce que tu dis est assez juste, c'est quelque chose qu'on a remonté, c'est-à-dire que le bruit positif autour de cette manœuvre, autour de cet événement, était considérable. Et c'était un moment où la France s'est retrouvée, et une partie du monde s'est retrouvée, et de manière extrêmement positive, et le bruit négatif n'a pas pris. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que tu cites cet événement, ce deuxième événement qui est à la fois les étoiles de David peintes et effectivement ce temps de latence du traitement de l'information de plusieurs jours, et par opposition à ce qui s'est passé ensuite sur les mains rouges. Et c'est vrai que nous, on a noté ça à Viginum, c'est l'impact des productions qu'on a pu avoir, par exemple, sur... j'aime pas le mot, sur la résilience de la société, mais en vrai... Ce travail porte ses fruits aujourd'hui de sensibilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu mieux armé parce qu'il y a un travail du service.
évidemment que je défends, mais il y a également les médias, il y a également un tas d'ONG qui traitent du sujet. Je pense à Youth Infolab par exemple ou Check First, qui traitent de ce sujet. Aujourd'hui, la société civile s'est approprié ce sujet. Donc c'est vachement important, pardon pour le mot vachement, de le voir sous cet angle-là également. Voilà, et tout album en rouge, hein, ça parle à tout le monde, hein, pas la peine que je fasse un petit récap contextuel. Juste, alors peut-être pour amener un petit élément de contradiction dans cet élan positif. Quand on dit justement que c'est très bien effectivement que les citoyens... Alors sur le côté journalistique, évidemment que ça fait partie du travail et même des conditions de la profession, d'arriver à ne pas se faire manipuler par une information, d'arriver à la vérifier, de ne pas céder à une forme de pulsion et de pression qui est celle de l'économie de l'information. Mais concernant les citoyens, je suis d'accord qu'il faut que les citoyens soient éduqués, mais est-ce qu'on ne fait pas encore peser un peu plus de responsabilité sur le citoyen qui n'a pas forcément à disposition les outils, c'est-à-dire qu'on va essayer de lui donner, mais il faut qu'il soit accompagné, aidé, et je pense que c'est aussi le rôle, et l'un n'empêche pas l'autre, mais d'institutions qui essayent d'encadrer, d'accompagner justement ces citoyens pour qu'ils ne soient pas non plus seulement remis à leur capacité ou non, à leur savoir-faire ou non, de pouvoir repérer une fausse information. Oui, non. Quand je dis une fausse information, on s'entend une désinformation. Merci du point, parce que ça me permet de clarifier que c'est absolument pas le sens de mon propos, au contraire. Et quand je considère citoyen, c'est aussi cette capacité d'analyse qui est révélée chez certains acteurs et qui est fondamentale. Mais il s'agit aucunement de considérer que le devoir et la charge nous incombent de manière supplémentaire, etc. Non. Je pense qu'il y a une relation, en effet, qu'il nous faut clarifier, je pense, avec l'environnement médiatique au sens large. Et d'ailleurs, ne pas nous focaliser uniquement sur les réseaux sociaux non plus. Je pense qu'il y a une très forte responsabilité de l'ensemble du paysage politique et médiatique en premier lieu. La télévision a un rôle prescriptif encore aujourd'hui considérable. Et je pense qu'il y a une relation vraiment à exiger, en fait, avec la production médiatique. Mais je ne dis pas que c'est une charge qui doit nous incomber. Par contre, peut-être, j'aurais tendance à considérer qu'il y a un terrain de lutte, justement, à engager pour un espace médiatique qui ne soit pas dépendant d'une, par exemple, économie de l'attention, de ce que Stigler appelait le capitalisme pulsionnel, etc., etc. Donc non, c'est un terrain de lutte. Ça, c'est possible que ce soit une charge, en effet. Mais la charge éducative, on va pas revenir sur ces questions. Sylvain. Mais c'est assez intéressant, je partage complètement. On voit avec des associations, aussi bien en France qu'à l'étranger, je reprends Open Facto, je reprends Disinfolab. La société civile, elle fait déjà des investigations. Et la beauté de l'OSINT, c'est que chaque personne, peut-être que vous connaissez Bellingcat également, qui fait énormément d'investigations et qui est l'une des ONG les plus connues dans la partie des informations. Horizon Wagner, peut-être aussi. C'est ça, complètement. Horizon Wagner avec Lou, etc., enfin, qui travaille sur des opérations de Wagner. C'est qu'en fait, à chaque fois que des médias vont travailler sur de l'OSINT, ou de la société civile va travailler sur de l'OSINT, ou une ONG ou une association va travailler sur de l'OSINT, ils vont publier un rapport. Le rapport est accessible à tous et est reproductible par n'importe quel citoyen. C'est-à-dire qu'on va montrer l'ensemble des techniques qu'on a trouvées, on va montrer l'ensemble de la méthodologie pour pouvoir le reproduire. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'à mon sens, c'est également une source de formation. Vous avez pas mal de journalistes qui font des sensibilisations dans les collèges, dans les écoles sur de la lutte contre la désinformation ou alors sur du fact-checking. Et en fait, on a déjà quelques bribes. Alors, c'est un chantier qui est bien lourd, hein, bien évidemment, et Rome ne s'est pas construit en un jour. Mais on a les ressources déjà accessibles pour pouvoir former ce genre de choses. Et on voit, juste aller sur Twitter, aller sur Blue Sky, aller sur Mastodon, qu'à des moments, alors bien évidemment, les acteurs étrangers en profitent pour faire de la désinformation et font des faux rapports de fact-checking pour pouvoir manipuler pas mal de communautés. Mais ça reste quelque chose d'accessible et ça reste quelque chose d'assez ludique où on voit, nous, par exemple, sur OSINT.fr, des gamins de 16 ans qui se disent voilà, je veux faire du doxing, donc harceler quelqu'un, etc., en faisant de l'OSINT. Non, mais c'est aussi notre rôle en tant qu'association de dire regarde, tout ce que tu es capable de faire pour faire quelque chose de malveillant, en fait, tu peux l'utiliser pour faire des choses qui ont un vrai impact. Aussi bien pour traquer pour aider les forces de l'ordre dans de la pédopornographie avec des programmes comme d'Europol de Stop Child Abuse, Trace an Object, où il faut identifier des objets et connaître la marque pour pouvoir aller plus loin et pour aider les enquêteurs où est-ce que la vidéo a été tournée. Mais également
sur de la désinformation avec beaucoup d'associations, par exemple en France, qui forment et qui font des investigations sur leur temps libre. Voilà, et qui permet de compenser, enfin pas de compenser, mais du moins d'essayer de résoudre cette asymétrie aussi par rapport à ces acteurs étrangers qui sont avec les mains libres, qui disposent parfois de moyens importants. Et en face, effectivement, on a des boucliers, il faut tenter d'y répondre. Et effectivement, c'est très intéressant de souligner le rôle de l'OSINT et des associations qui, bénévolement d'ailleurs, pour la plupart, font ce travail-là. Christine, vous souhaitiez réagir ? Oui, alors juste un mot pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que ce qui est extrêmement intéressant sur l'OSINT, c'est qu'il y a une validation par la communauté. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que demain, vous allez faire une authentification par géolocalisation, par exemple, allons-y. Au moment où vous la diffusez, vous devez donner tout le process avec des outils qui sont en open access, c'est-à-dire pour que n'importe qui puisse y aller à coût zéro, en fait, pour puisse y arriver. Et ça a été particulièrement intéressant. On a vu dans le cadre de la guerre en Ukraine des faux groupes d'OSINTers qui utilisaient à défaut, c'est-à-dire montrait de fausses enquêtes d'OSINT pour valider un fait qui était faux. Et là, on a eu de la bataille un peu OSINT contre OSINT, où d'autres groupes d'OSINTers se sont dit « Attendez, camarades, montrez-nous comment vous avez fait, maintenant ça marche pas ». Donc on a tout ce travail-là, et ce fait que ce soit une communauté qui revalide, on en revient à ce qui était amené, c'est-à-dire on va refaire du lien, on va limiter cette division que j'évoquais tout à l'heure, qui était repeinte avec talent par Viginum, où on va essayer de refaire ce genre de choses. Il y a un autre point peut-être qui me semble assez intéressant à évoquer, et là je vais rebondir un peu sur le côté de l'attention et sur la temporalité. On a tendance à avoir une contraction du temps. On a des informations qui arrivent de plus en plus vite. On a un problème de gestion de l'attention, qui d'ailleurs est un modèle économique. À partir du moment où vous êtes en réaction, vous avez moins le temps de réfléchir. En règle générale, ça pose un peu un problème. Sur les opérations informationnelles, ce que l'on voit, c'est que vous allez être hyper opportuniste. Vous pouvez soit faire des choses sur un temps très très long, à relativement bas bruit, c'est-à-dire que vous allez essayer de créer une perception d'un environnement. En règle générale, quand c'est fait, ça part pas de zéro, from scratch, comme dirait mon fils, mais vous allez utiliser un contexte perturbé préexistant. Pourquoi ? Parce que les gens, ils sont sensibles. Donc ça marche un peu mieux. Et vous pouvez travailler comme ça sur du temps long et être extrêmement opportuniste. Il y a un moment, une crise ou quoi que ce soit, ou un événement qui arrive, et là, vous allez pousser différents narratifs. En règle générale, on a à peu près les ficelles, on va jouer sur de l'émotionnel, pour capitaliser sur ce travail de long terme, sur des moments en hot trend. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, qu'on voit et qu'il faut arriver à garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'on a cet enjeu de temporalité. Et non seulement on va jouer à la fois sur du temps court et sur du temps long, mais on va aussi traverser les frontières qu'on a conceptuellement entre le numérique et le monde réel. Et ça, c'est quelque chose que l'on a vu donc, dans les différents cas que vous aviez évoqués, les étoiles de David ou autres. Vous avez un événement perturbé, existant. Vous allez recréer quelque chose dans le monde réel. Vous savez ce que vous faites, vous savez à quel moment. Le capitaliser dans le monde numérique est beaucoup plus facile, même si on arrive quand même, parce qu'il y a des travaux de détection antérieurs et parce que la société civile est impactée, à limiter ce genre de choses. Attention, ça peut aussi travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez lancer quelque chose dans le monde digital et vous allez essayer de recréer un événement physique qui va permettre de donner du corps et de légitimer l'action. Ouais, pour illustrer ce qui vient d'être dit, et voilà, on est 100% d'accord avec tout ça. Deux modes opératoires, on n'a pas encore complètement parlé des modes opératoires, mais qu'on a documenté. Un premier qui est Portal Combat et qui illustre bien ce positionnement en fait long terme avec saisie d'opportunités. Portal Combat, c'est un mode opératoire proche des sphères d'influence russophones. Ellipse. Pour dire les choses, c'est un mode opératoire qu'on a commencé à investiguer en 2023 sur une saisie d'opportunités. C'était 2024, année électorale mondiale. Et donc, un mode opératoire qui s'est mis à faire des sites internet de fausses actualités, on va dire ça comme ça, ou en tout cas d'actualités très orientées. En investiguant ce mode opératoire, on s'est aperçu en fait que il était prépositionné depuis 2013 et qu'il avait accompagné la primo-invasion de l'Ukraine et qu'il avait accompagné ensuite tout le reste pour sédimenter en fait les narratifs pro-russes à l'époque sur cette zone. Avec un saut qualitatif et quantitatif, c'est ce saut de je quitte l'intérieur des frontières d'une zone que je souhaite occuper vers une zone occidentale. Et donc ça, ça illustre bien ce mode opératoire qui se positionne depuis très longtemps, qui saisit ensuite une opportunité. Et
Et derrière, on a aussi documenté un mode opératoire qui s'appelle Matryoshka, qui a également été documenté en source ouverte sous le nom d'Overload par Check First et Reset. Poupée russe, non? C'est ça, le Oui, c'est exactement ça. Et ce mode opératoire, il utilise les techniques d'OSINT en créant du faux contenu et en sollicitant les journalistes, les activistes, les ONG pour faire du debunking de ces faits. Et en fait, l'idée, c'est de noyer sous de la force des informations et sous des faux debunkings les gens qui débunkent en France ou qui font de la vérification de faits. Donc on voit bien ces deux modes opératoires-là qui se sont illustrés ces derniers mois et qui ont pu être outés de cette manière. Alors justement, Hervé, il repartait en 2013 par rapport à cette opération, une de ces opérations. Depuis 2013, il y a eu l'intelligence artificielle générative, dont on parle beaucoup depuis 2 ans et demi. J'entends bien l'intelligence artificielle générative, car l'intelligence artificielle en elle-même existe depuis les années 50, et encore faudrait-il un jour bien la définir, mais ce n'est pas l'objet de cette table ronde. Sur ces IA génératives et ces IA tout court, comment se positionner, Christine? Est-ce qu'on sent une amplification de la technologie qui permet d'aller encore plus vite, de faire quelque part encore plus mal dans la stratégie de déstabilisation? Est-ce que c'est aussi un phénomène médiatique par rapport à cet endroit-là? Enfin, quel est votre point de vue par rapport à l'usage de l'IA dans la guerre informationnelle? Alors je vais commencer par un truc évident, mais ça va mieux en le disant. L'intelligence artificielle reste un outil. Il n'est pas responsable de l'usage que vous en faites. C'est comme un marteau, vous pouvez décider de planter un clou ou, pour des raisons qui vous appartiennent, d'essayer de le mettre sur la tête de votre voisin. Le marteau n'est pas responsable de l'usage que vous allez en faire. L'IA, c'est à peu près la même chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un développement d'un certain nombre de technologies qui a été extrêmement rapide. Alors certains d'entre vous ont probablement entendu parler des deepfakes, donc des faux synthétiques qui paraissent extrêmement authentiques. On pense souvent à de la vidéo ou à de la photo, il y a de l'audio aussi. Et on peut aussi aller contrefaire de la donnée. On commence à avoir des faux réalistes sur d'images satellites, par exemple, sur ce genre de choses qui peut ne pas faciliter la vie des OSINTers et notamment des premiers pas de l'OSINT, parce que on peut parfois... c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce qui est sûr, alors on a les IA donc type GAN pour tout ce qui va être deepfake et les IA génératives. Je ne citerai pas de nom, mais vous les connaissez toutes certainement, qui permettent de produire du contenu, notamment textuel, de manière extrêmement rapide. Ce que ça a eu pour conséquence, c'est qu'effectivement, quand vous allez vouloir, par exemple, traiter, comme dans le cadre de Doppelganger, vous allez prendre un journal et vous allez faire un jumeau maléfique, c'est quand même, ça vient de là à la base. Souvent, on se casse pas trop la tête. On cumule et on va voler un article. C'est-à-dire qu'on prend un article sur un thème et on va le repasser potentiellement dans une IA générative, ça va beaucoup plus vite, en lui demandant de changer le ton et d'insérer un certain nombre de faits qui vous arrangent. Ce qui fait que vous allez aller beaucoup plus vite que si vous demandez à qui que ce soit de le faire et de le créer à la main. Donc vous avez cette capacité de générer beaucoup plus rapidement du contenu. On en parlait tout à l'heure, coût d'entrée un peu moindre, contraction du temps, contraction de la géographie, c'est-à-dire que de n'importe où je peux créer, ça peut être accédé, ça peut être accessible. Il y a un autre aspect qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à créer maintenant des sites par intelligence artificielle, pour faire ça de manière assez rapide. Et là, on va avoir un deuxième effet sur la financiarisation, qu'on retrouve aussi sur des plateformes comme Telegram, qui est un petit peu sur le devant de la scène ces temps derniers depuis quelques arrestations, tout ça. Parce que vous allez pouvoir, sur votre site que vous avez fait à dessein, et là on va être souvent sur quelque chose de plus long terme en règle générale, eh bien, vous allez générer du flux potentiellement de manière algorithmique et artificielle, et vous allez pouvoir tout simplement vendre des espaces de publicité sur votre site. Et en vendant les espaces de publicité sur votre site que vous avez créé à des fins de désinformation, vous participez à avoir un minimum de financement de votre produit. Alors, on a pu avoir ça aussi sur Telegram, sur d'autres. Donc ça fait partie des petites nouveautés que l'on a pu avoir, mais encore une fois, c'est pas l'outil qui est forcément responsable de ce genre de choses, et on va même utiliser des IA pour essayer d'arriver à faire de la détection. Dans certains cas, je pense notamment à tout ce qui va être GAN, où on arrive à avoir des résultats qui sont extrêmement satisfaisants. On va vous parler de 97, 98, 99%, quand même honorable. C'est toujours l'histoire du gendarme et du voleur. Quand vous vous faites attraper, vous essayez d'améliorer le système, mais je ne pense pas qu'il faille être non plus complètement défaitiste, mais être conscient qu'effectivement, on a une capacité de production en masse qui est devenue plus facile d'accès. Et ça avait d'ailleurs été des marqueurs quand on parle de Mortal Kombat ou de Doppelganger, c'était l'amplitude des actions qui avaient été menées.
Doppelganger, la méthode, elle est vieille. C'est des trucs qu'on avait retrouvés dans la période soviétique sur les mesures actives, où on le faisait avec le journal et la planche, c'était un petit peu plus long. Mais la méthode est la même. Seulement, on l'a numérisée, on l'a rendue plus rapide, plus massive et en règle générale moins coûteuse à mettre en œuvre. Voilà, de toute façon, je pense que ça, c'est une petite règle qu'on peut intégrer par rapport au numérique qui, bien souvent, ne fait qu'amplifier des phénomènes existants. Et ce n'est pas le numérique qui a inventé la désinformation, c'est pas le numérique qui a inventé la propagande, ni la guerre informationnelle, évidemment. Juste quand même, parenthèse sur cette histoire quand même qui est d'un cynisme fou quand même, cette histoire d'arriver à monétiser sur un faux site, comme vous venez de l'évoquer, et que ce faux site va lui-même générer des revenus qui va permettre quelque part de financer cette opération de manipulation de l'information. Là, on touche quand même à un point assez avancé. Hervé, j'imagine que est-ce que l'IA est utilisée aussi chez vous pour les détecter, ces opérations ? Oui, évidemment. Enfin, la division des opérations aujourd'hui, on a un data lab qui est, je pense, à l'état de l'art et aujourd'hui, évidemment, et dès la création du service, en fait, c'est une dimension qui a été prise en compte. On manipule évidemment beaucoup de données, donc l'idée de pouvoir en sortir un jus un peu concentré qui nous permette de caractériser ces campagnes, c'est tout de suite imposé. Donc on utilise évidemment l'IA. À Viginum, on a un jugement très très modéré et plutôt assez neutre, une position, on va dire, intermédiaire sur l'IA. On a évidemment conscience que l'IA représente la facilité d'accès aujourd'hui à de la production d'images pour tout un chacun. Évidemment, c'est une grande opportunité pour nos attaquants. Mais en réalité, ils se heurtent assez vite à une problématique qui est celui de l'amplification artificielle. Et aujourd'hui, si vous voulez faire de l'amplification artificielle, l'IA, vous n'êtes pas d'un grand secours. Alors peut-être que dans 18 mois, je vous dirai autre chose, mais à date, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est pour ça que, en introduction, je vous parlais du fait qu'on ne s'intéressait pas trop aux narratifs en première approche. Les narratifs, évidemment, vont nous intéresser. On va utiliser des algos, par exemple, comme le BERT Topic, je ne sais pas si ça vous parle, pour clusteriser un petit peu les narratifs et voir un petit peu comment ils évoluent dans le temps. Est-ce qu'on est capable de regrouper des campagnes par ces narratifs ? Mais on va plutôt s'intéresser au circuit de diffusion de ces messages qui restent quand même extrêmement conventionnels. Donc ça, c'est le premier aspect. Puis pour nous, l'IA, c'est quand même une chance très intéressante. Les LLM, aujourd'hui, on les utilise au quotidien au bureau pour faire plein de choses. Les data scientists du bureau produisent des papiers de recherche. Vous utilisez des LLM français, des LLM Alors déjà, on utilise des LLM sur site, c'est-à-dire que évidemment, on n'envoie pas de données en ligne et on auto-héberge nos LLM, ça c'est la première chose. Et on teste plusieurs solutions. On a utilisé Mistral, d'autres qui sont disponibles. Et on fait plus que les tester. Aujourd'hui, on a publié un papier de recherche sur la détection de reformulation de texte par IA, sur la détection de copy-pasta. C'est donc le copy-paste un peu amélioré avec des rajouts d'emojis, des petites variations, et puis la détection de textes traduits. Et ça, c'est très important parce que il y a une dimension managériale derrière. Mes data scientists, ils passent 3 ans et demi. Après, ils en ont marre d'être payés des nefles. Et donc, ils vont dans le privé. Mais pendant 3 ans et demi, ils disparaissent de la circulation et ils n'existent plus, ou quasiment plus. Donc, c'était important pour moi qu'ils continuent à produire et que leur nom soit associé à des papiers scientifiques. Le deuxième aspect, c'est que derrière, il y a un aspect outillage de la société civile. On est dans les communs. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des communs. Et savoir que du code source qui est produit par Viginum sur des fonds publics, donc avec vos impôts, continuez à en payer, s'il vous plaît, c'est important qu'il soit reversé à la société civile. Et le code source de cette méthode, qu'on a appelé 3 Delta, sera disponible normalement sur notre repo GitHub en début décembre. Il est à la validation anonyme dans le cadre d'une présentation à une conf, et une fois que c'est fait, on produit. Donc voilà un petit peu l'usage qu'on a, nous, de l'IA. Et ça reste quand même pour nous un terrain de jeu extrêmement intéressant. Christine, rapidement, avant de... Oui, juste 2 petits exemples rapides, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'IA quand on est malveillant de manière maligne. 2 exemples assez rapides. Il y avait une fausse information où ils avaient voulu dire qu'il y avait des étrangers sur le territoire ukrainien. Ils avaient fait quoi ? Ils avaient pris une IA bien connue qui commence par chat, et ils avaient demandé à l'IA de générer des noms et des prénoms. Et vous aviez les 10 premières lignes, c'était les 10 premiers noms que vous retrouviez. Voilà, on n'est pas obligé d'être fin. Il y en avait une autre aussi avec une fausse vidéo où vous aviez des gens qui parlaient
en anglais et qui vous disaient que c'était des panafricanistes et qui soutenaient le système du Burkina. Et alors là, c'était assez fabuleux. Donc, il y avait le drapeau du Burkina derrière. Mais en fait, une de ces femmes, qui était un avatar, vous faisiez une petite recherche OSINT 2 secondes 5 par l'image. Et en fait, c'était la meilleure vente d'une société qui vous propose des avatars dans le cadre de communication institutionnelle, par exemple, ou ce genre de choses-là. Donc voilà, là, c'était de l'utilisation d'IA. C'est pas fait toujours de manière fine ou de manière maligne. Par contre, ça va pouvoir permettre, dans des contextes perturbés, d'aller faire un peu ce qu'on appelait la presse jaune. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire d'aller créer des contenus qui vont être extrêmement racoleurs et de les créer assez rapidement. Pourquoi ? Pour arriver à créer un espèce de petit bassin de population qui va vous écouter et sur lequel vous allez pouvoir diffuser. Donc en fait, quand vous avez le problème de la diffusion artificielle, vous allez créer plein de petits micro-sites comme ça, en visant des populations, en disant j'ai du mal à les diffuser, mais sur la masse, ils vont bien retomber sur 2 ou 3. Sachant qu'on ne va pas parler non plus aussi des acteurs qui sont à l'intérieur de notre pays, qui se servent justement de cette désinformation sciemment à d'autres fins avec un autre agenda et qui peuvent être des acteurs de propagation pour servir aussi des intérêts. Et je pense que c'est aussi toute la stratégie de ceux qui sont à l'origine de ces entreprises, de savoir qui potentiellement peut à l'intérieur d'un pays être des relais d'opinion. Et même si on a bien compris que parfois c'est pas toujours très fin, mais l'humain n'est pas toujours très fin et justement il est parfois dans la pulsion et il y a un capitalisme qui l'a bien compris. Peut-être avant de donner la parole à la salle pour recueillir vos questions, si vous en avez, j'espère. Jean ? Oui, non, ça me faisait penser aussi à une étude, je crois. Donc, justement, Joséphine, je crois que c'est toi qui nous l'as partagé et je crois qu'on la partage demain après-demain dans la lettre d'information du Conseil, justement. Très belle lettre, très bonne lettre. De la revue Science, c'est ça qui rend compte du fait que quand on expose des personnes à de l'information produite par IA générative, mais je vais laisser Joséphine compléter si je me trompe, en réalité, on arrive à un taux de conviction par rapport à une information vraie qui est supérieur que en dehors de la conversation avec l'IA générative. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ça veut dire que potentiellement, ça peut être très positif parce que ça veut dire que la personne qui est sujette potentiellement ou susceptible d'absorber une fake news, elle va moins être en opposition à la vraie news quand elle vient d'une IA générative. Donc ça peut être le versant positif. Après, pour la discussion, on peut se dire aussi, c'est finalement tout aussi grave. C'est le même, c'est l'autre côté de la même pièce. C'est finalement, je prends quelque chose et je n'arrive pas à analyser, à interpréter ou à construire à partir de l'information reçue. Mais encore une fois, je laisse la discussion ouverte parce que je pense que c'est assez important de se poser la question de notre relation finalement et de notre capacité d'interprétation à la source quelle qu'elle soit finalement. Et on en revient toujours un petit peu à ces mêmes questions. D'arriver effectivement à déjà identifier la source, et ça on l'a vu, c'est le travail de Sylvain. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais à la source justement du public. Oui, on le tente comme ça a cappella, sinon je vais vous voir, allez-y. J'ai l'impression qu'on est dans une société de plus en plus sceptique. Où est-ce que vous identifiez cette montée de scepticisme et quelle est l'entité qui ferait monter ce scepticisme dans la société ? Et je pense que en fait, je pense que le média, qui est quand même aussi un outil de communication de masse, fait extrêmement monter le scepticisme dans notre société. Et donc en fait, ça va contribuer à nous rendre vulnérables. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez fait la question et un premier élément de réponse à votre question, mais ce qui va pouvoir permettre à Jean de rebondir. Oui, juste très rapidement, 2 références pour alimenter cette discussion. C'est le baromètre de la confiance politique qui rend compte exactement de ce que vous dites, c'est-à-dire que plus on est dans le mass média, moins on est dans la confiance. Donc déjà ça, on arrive à le chiffrer et de manière semestrielle grâce à cette étude du Cevipof, Sciences Po, etc. Donc vous voyez en bas, vous avez 16% de confiance dans les réseaux sociaux, ce qui est finalement plutôt encourageant finalement sur notre capacité à distinguer le vrai du faux. Et on a un taux de confiance qui est très élevé dans les relations avec des entités qui nous sont les plus proches. Mais alors c'est peut-être un syndrome du bon élève, c'est aussi la relation à la science. La population française estime beaucoup la production scientifique à travers au moins cette étude du Cevipof. Et donc ça, je trouve ça intéressant à exploiter. Deuxième chose qui est
aussi particulièrement intéressante, je trouve, c'est les propos qu'a tenus à l'époque Bernard Stiegler dans un ouvrage qui s'appelle Télécratie contre démocratie. Et quand on se retrouve dans une situation, et c'est de là d'où venait cette expression de capitalisme pulsionnel finalement, quand on se retrouve face à une économie médiatique généralisée, mais lui a écrit cet ouvrage dès 2006 en réalité, donc avant l'émergence des réseaux sociaux, mais c'était déjà exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un paysage informationnel qui fait de l'individu qui reçoit l'information un objet de consommation, finalement, ce qu'il disait, c'était qu'on était dans une désintégration du jeu, une transformation du jeu et du nous en un on. Et finalement, c'est cette fragmentation que l'on voit dans la société, qui est vraiment le jeu des ingénieurs du chaos, etc., mais qui se joue avant tout en nous-mêmes et dans notre relation à l'autre. Et cette transformation du nous en on, elle a été bien identifiée, et pour moi, elle a une source aussi qui est très clairement à l'origine de tous les problèmes que vous identifiez et qui se retrouvent dans le mass média. Ouais, c'est toujours compliqué de rebondir derrière ce que tu racontes, parce que j'écoute ça, moi, totalement fasciné. Mais j'utilise une image en formation sur l'impact, parce qu'on nous demande souvent la question de l'impact. Vous avez documenté Portal Combat, c'est l'impact, vous le dites vous-même, est pas terrible, ça n'a pas été vu. En fait, je compare ça à l'érosion. J'étais en février aux Açores, c'est une île volcanique. Voilà, en février, il n'y allait pas, on s'emmerde aux Açores beaucoup, pardon. Mais c'était sympa quand même. Et c'est une île volcanique, donc la pierre est vraiment extrêmement coupante. Et plus vous rapprochez de la flotte, enfin de l'eau, c'est une île, le rocher est poli complètement par les vagues. Et c'est pas une vague, c'est pas un message de Portal Combat en fait qui va éroder l'opinion publique. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt l'enchaînement des vagues sur plusieurs mois, plusieurs années, etc., qui polit la roche et qui la rend beaucoup plus tendre. Et en fait, vous pouvez aller plus loin dans l'image en parlant vous allez en Normandie et les falaises de craie, ben c'est pareil, les vagues, elles attaquent la falaise de craie. Et je trouve que la texture de la roche, ça représente aussi l'état de la société civile et l'état de la société en matière informationnelle. Vous avez des sociétés comme la société finlandaise, on est allé beaucoup à Viginium s'inspirer de ce qu'ils font pour tout ce qui est media literacy, etc. Vous avez une société qui a une énorme confiance dans le pouvoir politique, dans sa presse. Je crois que le taux est autour de 76%. Enfin, c'est quelque chose d'opinion favorable de la presse et de confiance. Ça s'érode avec le temps. Et là, on est plutôt sur les Açores. Et côté français, on est une société quand même, qu'il faut le reconnaître, qui adore la polarisation. Et ça date pas d'hier. C'est une société qui aime la discussion et qui aime qui est un peu ronchon quand même. Enfin, voilà. Et donc, vous avez probablement un terreau beaucoup plus fertile à tout ça. Et toute la partie éducative, pour boucler la boucle sur ce qui a été dit avant, eh ben, elle va se jouer là-dessus, en fait, sur cette et encore, j'aime pas le mot, mais cette résilience, je l'ai déjà dit 2 fois, c'est beaucoup pour moi, mais elle se joue là, en fait. Les clés, elles se jouent là. Sylvain, il faudra faire un petit peu de dosint pour voir si Hervé est vraiment parti aux Açores ou c'est juste pour installer son histoire et son narratif. Si tu peux faire ça tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, en fait, la manipulation de l'information est une constante. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'imiter la Finlande et de rendre obligatoire des cours sur la manipulation de l'information au collège, au lycée, par exemple? Alors Sylvain, peut-être parce que quand je suis reparti de ton image déjà. Qui a des enfants? Qui peut me dire? Il me semble, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a déjà c'est très petit, hein, c'est très petit. Oui, enfin, il existe déjà des programmes. Le Clémy fait des choses très bien. Voilà, il y a des programmes télé, des podcasts, etc. Donc ça existe. Juste par contre, la notion est juste sur le mot obligatoire. Ouais. Alors, en fait, voilà. Ça existe, mais c'est pas obligatoire. Exactement. Et c'est l'œuvre faite de la bonne impulsion, de la vigilance, de l'envie. En fait, les enseignants, heureusement, ils sont nombreux à le faire. Toujours très compliqué de faire reposer tout sur l'éducation nationale. Aujourd'hui, les enfants doivent apprendre l'espagnol, le chinois, le code, et puis demain, la résilience informationnelle. Donc 3 fois. 4 fois. Non, 4 fois. Résilience, 3. Ok. 3. Ok. Bah. Voilà. Donc c'est toujours très compliqué. Mais on suit ça. Si je peux, parce que c'est en lien avec la question précédente, tout dépend de l'émetteur aussi. C'est-à-dire, s'il y a un degré de confiance qui est complètement délité dans l'émission d'information par l'État, à ce moment-là, il y a peut-être un ressort autre à penser, et à penser aussi l'institution comme plus ouverte sur d'autres sources. Et c'est là où aussi, je pense, tu vois, cette relation justement entre autorité publique, citoyen, c'était exactement ça qui était évoqué tout à l'heure. C'était de se dire comment est-ce qu'on peut injecter ce savoir-faire d'une voie tierce plutôt que celle de l'État qui est sujet à une défiance qui est, je pense,
qui ne pourra faire qu'aggraver la situation. Mais c'est surtout, en plus, je pense qu'il faut s'adapter et beaucoup de personnes oublient de s'adapter et font encore des cours de fact-checking à des enfants sur Facebook alors qu'ils utilisent Roblox et Discord et TikTok. Et c'est malheureux, mais en fait, ils veulent bien faire. Et comme ça change en permanence, bah, en effet, on est obligé de s'adapter. Mais je pense que ça va arriver. Et on voit, comme l'a dit Hervé, il y a des podcasts, il y a ce genre de choses. Il y a des professeurs. Moi, par exemple, j'ai mon ancienne pionne de collège qui est prof d'histoire géo qui m'a dit « Sylvain, est-ce que tu peux venir dans mon collège à Niort pour expliquer ce que c'est que l'OSINT et comment faire de la... » Enfin, bien sûr, c'est comme partout. Hein, et il y a des personnes qui en ont rien à faire de cette thématique, il y en a d'autres. Mais au fur et à mesure, ça arrivera. Ouais. Là aussi, sur les professeurs, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a des formations qui existent pour arriver. Le climat en fait partie pour donner des outils. Après, le professeur, c'est pareil. C'est pas obligatoire. C'est souvent dans ses heures qui sont allouées, etc. Donc, si en plus, il doit arriver à se mettre au diapason, c'est compliqué. Mais quand ça se passe bien, il peut quand même compter sur les élèves qui, eux, arrivent à expliquer finalement quels sont leurs outils, comment ça marche, et on arrive dans un système un peu de transmission du savoir inversé, où c'est l'élève qui va en profiter pour donner quelques informations au professeur. C'est aussi une forme d'horizontalité. C'est aussi une nuance qui est très très juste. En fait, on fait beaucoup peser aujourd'hui la faute sur les enfants qui seraient manipulés, etc. En réalité... beaucoup sont beaucoup plus avancés en matière de debunking que les anciens. Et je fais partie des anciens, vu la couleur de ma chevelure. Mais voilà, donc... Mais résilience, Hervé, résilience. Christine. Juste, il y a un point qui est assez intéressant, c'est que quand on va sur... les jeunes dont nous faisons partie, non mais même sur les collégiens ou les lycéens, il y a souvent une appétence. C'est-à-dire qu'ils veulent essayer de comprendre, ils veulent essayer d'eux. Donc il y a une certaine mobilisation. Donc quand on va leur expliquer, alors que ça soit... Moi j'ai des plus vieux, c'est mieux pour mon ego, mais on va aussi dans les plus jeunes. Il y a cette volonté de comprendre, et il y a un côté assez ludique, notamment quand ils vont commencer à toucher à de l'OSINT. Voilà, comment est-ce qu'on va faire, Par contre, parfois, ce que l'on peut trouver, c'est... On se retrouve... Enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on se retrouve parfois face à des gens qui, ou des jeunes, parce qu'ils n'ont pas confiance dans un certain nombre de médias, partent d'une idée préconçue et qui parfois peuvent être fausses. Et quand on prend par exemple cet élément-là, et pour essayer d'expliquer, là, ça peut être assez compliqué pour eux de l'intégrer. Donc on peut avoir ça aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose, cette perte de confiance que l'on a vue dans les médias ou autres, fait quoi? On a un report. On a un report sur quoi? Sur ce qu'on va estimer être gratuit ou désintéressé. Donc quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à m'expliquer quelque chose, il va être plus sincère. Voilà. L'idée, on a beaucoup vu ça. Ce qui va vous donner le côté réseaux sociaux. Et alors pour peu que vous ayez des intérêts communs ou que vous croyez connaître la personne, ou même si vous la connaissez vraiment, ça va être beaucoup plus fort. Comme vous êtes bombardé par des informations, s'il y a quelque chose auquel vous croyez plus ou moins, même si c'est pas forcément fondé, vous allez avoir tendance à faire un peu une forme de tri sélectif de l'information et avoir ce qu'on appelle un biais de confirmation. Et plus vous allez avoir ce biais de confirmation, et plus vous allez avoir un enracinement, et plus ce sera compliqué. Donc on peut avoir ça, on va retrouver parfois sur des plus jeunes, mais la bonne nouvelle, c'est que quand on leur explique posément, en donnant les éléments, ah ouais, j'aurais pas cru, et il y a une curiosité. Donc il y a une appétence à ce niveau-là. Et cet effet de remontant pour essayer d'expliquer les choses est vraiment intéressant, même si effectivement, quand on commence à discuter Discord ou Roblox, il y en a qui bloquent un petit peu, et c'est normal parce que là, aujourd'hui, on parle de ces outils-là. Dans 2 ou 3 ans, peut-être même dans 6 mois, ça sera absolument plus les mêmes et on sera déjà encore périmé. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'était d'éclairer deux clichés. C'est effectivement celui que la transmission des fake news passerait principalement par les jeunes. Je crois qu'il y a beaucoup d'études qui prouvent même le contraire. C'est que globalement, ce sont les plus de 60 ans, donc des gens bien plus vieux que nous, qui sont les premiers agents propagateurs. Et puis, effectivement, sur la question de ces digital natives que l'on dit non intéressés, pas assez actifs, pas assez justement dans le temps, ils peuvent évidemment l'être. Donc ça, c'était intéressant à dire. Juste peut-être petite remarque, petite parenthèse, quand vous évoquez justement les médias et la suspicion, etc. Et comme on a évoqué les étoiles bleues de David, qui, à mon avis, sont un cas d'école assez pertinent. Et je pense que pendant encore plusieurs mois, on pourra se reposer sur cet exemple-là. Et c'est vrai, ce qui a péché, à mon sens, après moi je suis journaliste, donc là je vais pointer du doigt notre métier, c'est qu'il y a pas, les médias se sont fait avoir dans cette opération-là, c'est-à-dire qu'elle a été intensément relayée. Et il n'y a pas eu beaucoup quand même d'informations, de remise en question en disant on n'aurait pas dû y aller si vite, on s'est fait avoir, on a été victime de cette entreprise.
Et finalement, dans notre métier, on a du mal parfois à reconnaître tout simplement l'erreur. Parce qu'on est dans la course, parce que c'est un métier aussi qui est aussi compliqué. On l'a dit sur les professeurs, mais sur les journalistes, on peut peser aussi beaucoup de responsabilités. Hein, au-delà quand on a sorti tous les fantasmes qui pèsent sur la profession, les directions, etc. Le journaliste en lui-même, vide d'ailleurs dans une certaine forme de précarité globalement, est un rouage de l'information et soumis à pas mal de pression. Mais je pense que la profession gagnerait aussi à reconnaître quand elle se trompe. Puisque finalement, c'est ça la confiance. La confiance, on n'attend pas de nos médias qu'ils soient parfaits, mais on attend juste un rapport de sincérité en disant on a commis une erreur, on le regrette, et c'est comme ça qu'on arrive justement à préserver ce lien de confiance. Et plus la confiance manque, plus on est dans un climat de suspicion permanente, plus ça favorise justement un terrain pour ces agents extérieurs, d'où qu'ils viennent. Donc ça renvoie maintenant à effectivement la proposition de Jean de recréer du lien, effectivement du lien humain le plus possible pour arriver tout simplement à se regarder, à se faire confiance et finalement à se comprendre. Et bien justement, je vous regarde, je vous fais confiance et j'espère comprendre votre prochaine question qui va arriver. Monsieur. On parle beaucoup de la Russie, vous avez parlé aussi en début de la conférence du Proche-Orient. Est-ce que la guerre informationnelle existe aussi entre États alliés, par exemple aux États-Unis, voire même entre pays de l'Union européenne? Très bonne question, juste, vous avez un exemple en tête ou pas? Là, en France, par exemple, on est en pleine période électorale américaine. Donc, est-ce que, par exemple, on peut avoir des tentatives de désinformation sur les réseaux sociaux de la part d'un camp électoral Kamala Harris, par exemple? Voilà, c'est ça. Contre le camp de Donald Trump, vous voulez dire? Ou contre la France? Essayer de manipuler, voilà. Je prends les États-Unis comme exemple, mais ça pourrait venir dans un autre pays. Alors, très bonne question, parce qu'on est finalement là dans une forme de manichéisme très gentil qui nous intéresse tous. C'est-à-dire qu'on a les grands méchants d'un côté, la Russie, la Chine, qu'on cite souvent, je l'ai fait le premier, puis d'autres des pays alliés, mais est-ce qu'il peut y avoir effectivement des tentatives Alors, nous, on ne communique pas sur les acteurs qu'on suit. Donc, ma réponse va s'arrêter là. On a publié un peu sur les acteurs proches des sphères informationnelles russophones. Mais pour le reste, je vais laisser répondre. Bon, merci beaucoup, Hervé. Tu repasses quand tu veux. Hein. Si c'est pour dire des trucs comme ça, voilà. Un plaisir. Bonjour, moi, je ne pourrais pas en parler. Mais voilà. Mais je le sais, mais je ne pourrais pas en parler. Je pense que, en effet, on a tous en tête Cambridge Analytica, ça parle à quelqu'un ou pas du tout? Oui, ouais. Je pense que si. Cambridge Analytica, c'était donc une société qui revendait de la donnée pour certains partis politiques pour pouvoir convertir les personnes qui ne savaient pas vers quel camp voter. Dans d'autres pays, comme au Brésil, etc., il y a bien évidemment une guerre informationnelle qui est utilisée en interne d'un État pour pouvoir éventuellement inciter des gens à aller voter pour différents partis, etc. Et la même chose, je peux rien dire de plus, mais parce que c'est pas ma spécialité, mais on voit déjà qu'il y a des acteurs privés qui sont en lien avec certains partis pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, c'est pas du tout ma spécialité pour être. Ouais, je sens que Christine va nous donner plus d'éléments de réponse, mais juste avant, j'ai prolongé la question de monsieur. Est-ce que la France fait de la guerre informationnelle? Déjà, c'est est-ce que vous allez utiliser des méthodes malveillantes, c'est-à-dire mensongères, etc., dans ce que vous allez faire ou pas? Dans un cas, il faut quand même se rappeler que quand vous allez, par exemple, faire votre bulletin, si vous êtes un élu, votre affiche, etc., avant de la diffuser, vous allez au ministère de l'Intérieur, et ça s'appelle une commission de propagande. C'est-à-dire que le but, vous allez faire votre publicité, mais normalement, vous le faites dans un cadre éthique. C'est-à-dire vous mettez en avant pour que la mariée soit belle, mais vous n'allez pas être mensonger. Normalement, l'idée est celle-là. Bon. Comme on l'a dit, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent. Alors, il y a un cas assez amusant en Inde où on a eu des grandes réunions avec des influenceurs, avec beaucoup d'abonnés dans des salles plusieurs fois grandes comme celle-là, où on donnait des éléments de langage à diffuser pour ces influenceurs avant les élections pour justement arriver à créer. Donc là, on était du pays dans le pays. La limite, c'est est-ce que vous donnez des éléments vérifiés ou est-ce que vous donnez des éléments mensongers? Votre enjeu, il va être là-dessus. Après, tout va dépendre de qui le fait. Il y a un volet qu'on a assez peu évoqué, c'est sur l'approche économique. Donc, ce qu'on va toucher en intelligence économique. Où là, vous allez pouvoir essayer, par exemple,
soit de gagner des parts de marché, soit par exemple d'affaiblir une entreprise parce que son coût diminue et puis elle est plus simple en rachat. Là, on pourra avoir ce qu'on appelle de l'attaque réputationnelle. Et ça peut se faire des tas de groupes qui sont de la même nationalité à partir du moment où ils estiment que l'éthique, grosso modo, c'est à peu près comme un tic-tac quand je travaille mon body summer, 2 calories, c'est pas très grave, on va passer par-dessus, ça ira bien. Donc ça, c'est un volet qu'on va pouvoir avoir. Alors, quant à savoir si on fait de la lutte informationnelle, ça a été une très grosse prise de conscience de l'utilisation qui pouvait être faite de ces réseaux, même si on l'a dit, hein, l'influence, etc., c'est un vieux dossier, c'est une vieille histoire. On a eu plusieurs canaux et en 2021, on a un cadre militaire qui s'appelle la L2I, lutte informatique d'influence, qui explique que justement, on est capable de travailler sur ce champ-là, donc sur le champ des cognitions. Cela dit, pour la France, c'est construit dans un cadre éthique extrêmement strict. C'est toujours l'enjeu. Alors, je vous donne quelques exemples de ce cadre, je ne vais pas tous vous les énumérer. Mais vous avez le volet jamais sur votre propre population, par exemple. Pas avec un pays avec lequel vous n'êtes pas en conflit ouvert, ce genre de choses. Sur les anciennes colonies, ils disent quoi, par exemple? Eh ben, on est censé pas être en guerre. Donc voilà, on a toute cette approche-là, mais qui permet de dire, et ce qui est intéressant, c'est que quand la L2I a été lancée, elle a été lancée vraiment avec beaucoup de bruit médiatique. Donc vous envoyez un signal aussi pour dire attention, si vous nous attaquez, on a potentiellement une capacité de répondre. Donc il y a cette prise de conscience-là, il y a ce travail-là. Il y a beaucoup de travaux, pas qu'en France d'ailleurs, qui évoluent sur la conceptualisation de la guerre cognitive et qui expliquent que finalement la sphère cognitive, la vôtre, la mienne, peu importe, peut être un champ de dispute comme un autre et qu'il doit être intégré dans ce que l'on appelait, et là c'est à mon tour de ne pas bien aimer l'expression, la guerre hybride. Et voilà. Donc la guerre cognitive, pareil, on en avait parlé à plusieurs reprises, mais on est dans des travaux de conceptualisation pour en définir les contours, les limites et potentiellement les règles. Mais encore une fois, on est sur un terrain neuf, mouvant, et qui est en train d'évoluer. Merci. Si je peux, bien sûr. J'essayais de récapituler un petit peu. Je suis désolé, j'ai pas pris de notes, autre que mon téléphone. Il y a 3 points que j'aimerais partager. C'est le livre Propaganda par ce double neveu, c'est ça, de Sigmund Freud, c'est ça, dont à chaque fois Edward Bernays, dont à chaque fois je ne sais pas prononcer le nom, et qui nous ramène finalement à cette boîte de céréales sur la table du petit déjeuner, qui est peut-être le premier objet de propagande dans la famille et dans les consciences populaires finalement. Et cet objet du petit déjeuner, oui, il est le fruit finalement d'une conquête sur nos esprits. Et c'est pour ça que j'ai aussi énormément de mal avec ce vocabulaire de la guerre cognitive, de la guerre hybride, parce que c'est une fabrique de l'information et qu'elle est aussi bien sur la table du petit déjeuner que sur le terrain de guerre. Ensuite, j'ai vraiment énormément de mal à penser la notion de guerre dans ces questions-là, non pas par illusion ou parce que je ferais fi de cette puissance étrangère qui nous voudrait du mal ou voudrait du mal à l'ordre démocratique, mais parce qu'il y a la guerre et la guerre, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas non plus mépriser les situations qui sont des situations dramatiques. Et je pense qu'il y a des situations qui sont différentes de celles qui sont vécues sur le terrain. Et assez paradoxalement, plus je fréquente en fait des gens qui sont dans l'environnement militaire, et plus je trouve un discours très précautionneux sur ces questions-là. Vous voulez dire que la désinformation ne tue pas ? Alors, elle peut, dans une certaine mesure, quand elle participe à des actions, mais je pense qu'il y a une très forte distinction entre ce qui se passe sur le terrain à la frontière russo-ukrainienne et ce qui peut se passer même dans mon immeuble, dans mon avenue, et qui peut être de l'offense, de l'injure, de l'agression verbale qui peut dégénérer, qui peut contaminer une société. Mais je pense que voilà, il y a des choses qui sont différentes et je pense qu'il nous faut faire attention. Et paradoxalement, en fait, c'est quand je me trimballe à l'école militaire que je trouve les discours les plus raisonnés sur l'usage de ces termes-là. Peut-être parce que aussi ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui ont passé ces combats que moi je n'ai pas connus et que je ne veux pas vivre. Donc il y a aussi cette approche de précaution aussi justement dans cette stratégie. Alors est-ce qu'il y a une dimension offensive ou quoi ? Et ça c'est des grandes questions peut-être, mais en fait j'entends aussi beaucoup de précautions dans les approches qui sont retenues. Et par exemple, dans les auditions qui ont été conduites donc, dans le cadre de l'édition du rapport du Sénat, justement sur ces questions, et là aussi on retrouve le terme qui peut être débattu de néo-guerre froide à l'ère informationnelle, etc. Il y a notamment par exemple un entretien qui est disponible en ligne de Anne-Sophie Havé, et qui, elle, parle justement de la façon dont on va communiquer à l'extérieur. Et la question, c'est pas tellement non plus comment est-ce qu'on communique contre l'autre, mais comment est-ce qu'on communique sur l'autre de manière générale ? Comment est-ce qu'on communique sur nous ? Est-ce qu'on va se présenter comme cette ancienne puissance coloniale, mais qui est finalement bienfaisante, etc., etc. Ou est-ce qu'on va finalement laisser l'autre parler ?
finalement. Et est-ce qu'on va aussi se positionner d'une manière qui va peut-être aussi louer ce qui se fait chez l'autre? Et on voit un mouvement dans la diplomatie s'engager. Quand on voit, par exemple, au moment où elle se faisait auditionner au Sénat, j'étais à Abidjan, chez l'ambassadeur français à Abidjan, qui a passé toute sa carrière dans des pays de langue anglaise. Et il a tiré de ça un héritage qui est cette relation à l'autre. Eh bien, cette personne-là, qui est l'ambassadeur de France à Abidjan, vous le voyez sur des vidéos dans les tribunes de Abidjan, justement, avec des gens qui le filment en train de danser. Il fait énormément de choses avec le milieu musical abidjanais. Et en fait, ça marche énormément. C'est des personnes qui font des vues que jamais je ferais dans ma vie sur les réseaux. Et je pense que cette communication avec l'autre est primordiale. Et donc, c'est pour ça que, vraiment, empiriquement, j'en viens vraiment beaucoup à me distancier de cette notion-là. Et je pense qu'il y a un très grand niveau de rationalité aussi dans les personnes qui sont à l'action et qui sont très précautionneuses, et à raison, je pense. Waouh. Alors, ce qu'on va faire, parce que je crois qu'on m'a fait signe qu'il ne restait plus que 5 minutes, donc il y a 3 questions, on va les prendre les unes après les autres. Alors, merci beaucoup, merci à vous. On va essayer de... Maintenant, ça va être à vous de jouer, parce qu'il va falloir répondre de manière pertinente, comme vous l'avez fait depuis le début de cette table ronde, mais rapidement. Je vais vous aider, je vais faire un peu d'attribution. Donc, première question, donc effectivement, c'était sur la question des multiples vérités qui noient la vérité. Je pense que ça, on peut aller sur Christine rapidement, pour expliquer la mécanique. Ensuite, est-ce qu'on doit tous devenir des Osinter? Tu peux y aller. Et ensuite, on viendra sur la question de la souveraineté que tu pourras faire. Et enfin, les solutions. Est-ce que le judiciaire en est une? C'est parti. Ok, alors... En fait, là, quand vous avez énormément d'éléments, on va essayer de jouer sur de la saturation. Quand vous prenez l'exemple où on va vous donner beaucoup d'éléments qui sont extrêmement paroxystiques pour que, par finalement effet de delta, vous avez quelque chose qui est un peu moins grossier, un peu moins énorme, ça vous paraisse beaucoup plus crédible. Là, on est dans le phénomène de l'érosion. On n'a pas forcément tout à fait le temps d'aller rentrer dans les mécanismes psycho de pourquoi vous rentrerez ou pas. Mais voilà. Pour reprendre ce que disait Anna Politkovskaya, quand sur la Russie, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une bulle informationnelle qui a été mise en place pendant quasiment 20 ans, avec, alors effectivement, un média d'État, mais qui est, il y a un sondage qui est sorti assez récemment, il y a quelques mois maintenant, qui était assez intéressant et qui expliquait que finalement, alors, il y avait une fuite aussi du Kremlin qui disait qu'ils avaient un petit peu de mal à mobiliser les plus jeunes, la tranche du 18-25 ans, parce que finalement, ils étaient beaucoup moins sur Rossiadine et qu'ils étaient beaucoup plus sur leurs propres intérêts et à aller sur des jeux, par exemple, en ligne, ce genre de choses. Donc, on a aussi cette distance qui va se créer, mais après, quand vous êtes dans une bulle informationnelle, est-ce que vous avez envie d'en sortir? Est-ce que vous avez envie d'y croire ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce? Ça, c'est un des gros enjeux. Tous aux Inter. Oui, je vais répondre très rapidement. Tous aux Inter, c'est très difficile, bien évidemment, et peut-être qu'on a d'autres passions que de faire des recherches sur de l'osint et de faire du fact-checking. En revanche, moi, quand j'étais gamin, je diversifiais mes sources. C'est-à-dire que je regardais le JT sur Arte, sur TF1, sur France 2, etc. Et en fait, c'est la même chose. Il faut avoir différentes sources pour pouvoir se construire un avis, à mon sens. Mais si vous voulez devenir Osinter, allez-y, foncez. Sincèrement, on a tous appris de zéro un jour et c'est pas si inaccessible. Il y a plein de tutoriels et il y a plein d'associations, etc., qui peuvent vous accompagner et à moindre coût sur ça. Donc foncez, c'est super bien, c'est génial. Alors je viens de vérifier, Viginum est bien sur Twitter, pour répondre à madame. On n'alimente plus de compte normalement. Oui, mais vous y êtes toujours, non? Ouais. Donc pour cette question-là, est-ce que sur la question, non, tu voulais prendre plutôt le judiciaire? Ouais, sur les plateformes, je préfère laisser les gens. Allez, judiciaire. Sur le judiciaire, Sébastien Soriano sur le précédent panel disait quelque chose d'assez juste sur la régulation. Attaquons-nous aux puissants. Donc je vais reprendre ces mots. Et c'est clair qu'aujourd'hui, même si on s'est un peu moqué au départ, ou en tout cas il y a eu une fronde. Une incompréhension sur les réseaux sociaux, force est de constater qu'aujourd'hui, Telegram répond enfin aux réquisitions judiciaires. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne manière de faire. Et je crois qu'il ne faut pas être... Enfin, plus exactement, il a promis qu'il allait répondre aux réquisitions judiciaires, jugées comme valides. Oui, on en est là de la situation. Il a commencé à le faire. Moi, je crois que
il faut pas être naïf et pas considérer ces plateformes comme des partenaires ou des zones de liberté, etc. Il y a effectivement un intérêt fondamental derrière, qui est l'intérêt financier, et c'est un business pour eux, et il faut les traiter comme tels. Aujourd'hui, le DSA qui est rentré en application... Digital Services Act. Ouais, en septembre l'année dernière pour les plus grosses plateformes et pour toutes les plateformes en février, il impose des sanctions qui sont assez conséquentes, 6% du chiffre d'affaires mondial. Et aujourd'hui, il y a des procédures en cours contre X, il y a des procédures également en cours contre Meta. Et je pense qu'aujourd'hui, la relation qu'on a avec les plateformes est en train de changer. Alors, ça bruisse pour l'instant, mais en tout cas, ils peuvent plus faire comme si ça n'existait pas. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Donc, il y a à la fois la voie judiciaire et il y a à la fois la voie de régulation. Je crois qu'il y a Benoît Loutrel qui sera demain sur un des panels au niveau de l'Arcom et qui serait intéressant d'écouter sur le sujet. Et donc, pour poursuivre la question de Madame et puis embrasser toutes les autres et terminer avec toi, Jean, pourquoi, à partir du moment où on a bien documenté cette toxicité des réseaux sociaux, ce capitalisme de surveillance, ce capitalisme pulsionnel, pourquoi des instances y restent? Et si elles y restent, c'est peut-être parce qu'il manque des alternatives. Et si on n'a pas, comment on peut faire pour essayer d'en construire? Alors le paradoxe, c'est que quand Elon Musk a annoncé racheter Twitter, l'instance de la commission sur Mastodon, la commission européenne, a créé une instance sur Mastodon. Donc c'est assez intéressant. Et je rappelle que l'État français aussi crée des instances et que nous, on est hébergé sur Mastodon grâce à l'éducation nationale, par exemple. Donc en effet, je vous rejoins votre question d'une certaine manière sans y répondre vraiment, mais c'est tout à fait possible de penser une alternative. C'est tout aussi possible de sortir de ces réseaux-là. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et peut-être, mais j'interprète, parce que voilà, mais peut-être parce qu'on veut justement laisser sa chance à ce texte, mais peut-être qu'on est quand même à un carrefour aujourd'hui, où justement le cas brésilien, le cas Pavel Durov viennent dire, pour reprendre votre terme et basculer sur cette question-là, on n'est plus seulement, comme le disait quelqu'un dans des discussions, seulement au stade de l'externalité négative, on en est au stade du méfait. Et il y a un moment où stop. Et peut-être qu'on en est à ce moment-là, où on va se dire que, passer le DSA, il nous faut agir autrement. Et ça passera peut-être par des réquisitions judiciaires, ça passera par des arrêts de communication sur certains réseaux. Je ne sais pas. Je crois, en plus, ou à la place, je ne sais pas, c'est pas à moi de décider, c'est au pouvoir politique de le décider, que l'on peut se servir de ces infrastructures-là de la manière dont on souhaite le faire. Et je pense, et c'est ce que m'enseigne la régulation, en tous les cas, telle qu'on l'a pratiquée notamment dans les télécoms, que quand une entreprise privée a développé quelque chose qui est très très bien, mais qu'on est capable de qualifier en droit comme étant une infrastructure essentielle, on est aussi capable d'imposer sur cette infrastructure-là toutes sortes d'obligations que l'on peut qualifier de services publics ou autres. Ça, on sait le faire et on doit le faire. Et ça, je pense qu'on peut taxer ça d'expropriation, d'atteinte au droit d'entreprendre, etc., etc. Mais ça, on l'a déjà fait. Et en réalité, c'est une société ouverte, c'est un marché ouvert qui exige d'atteindre à ces droits-là, qui exige de construire cette ouverture à partir d'infrastructures existantes. Et ça, je pense que c'est un réel agenda de régulation, qui est un agenda de régulation très prononcé, en réalité, et que peut-être cette pression judiciaire appellera finalement. Et on fera de ces réseaux ce que nous voudrons bien en faire. Merci beaucoup. Je sais, j'ai compris que parfois la régulation peut être une solution et parfois c'est un frein. Et la régulation du temps va conclure donc cette table ronde et cet échange. Merci à vous pour votre écoute et pour votre attention. Je recrute. Hein ? Je recrute. Tu retweets et donc je renvoie évidemment aux travaux du CNUM. Je renvoie au prochain livre de Christine Dugouin-Clément qui va sortir justement sur ces questions-là. On peut aller voir ce que fait Sylvain Hagery également dans son capacité d'Osinter et on suit toujours Viginum, pas sur Twitter car ils sont inactifs, mais bien sûr partout ailleurs. Merci à vous et à très bientôt.